L'opération 10 000 charrues lancée par le président du Faso prendra fin en 2015. Après 2 ans d'exécution, plus de 40 000 charrues fabriquées par des Burkinabés ont été mises à disposition des producteurs. Il est question aujourd'hui de donner un coup d'accélérateur à l'opération pour atteindre les objectifs escomptés. Et puis, il abat son oncle et s'empare de son argent avec la complicité d'un ami. L'affaire a fait grand bruit à Kombisiri dans le Bazega. Les 2 présumés auteurs de ce meurtre ont été arrêtés par la police. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la foire internationale de Bobo-Dioulasso, FIBO. Elle a permis à de nombreux producteurs et transformateurs du Burkina et d'Afrique d'exposer leur savoir-faire. Un bilan satisfaisant que tirent les organisateurs de la foire, malgré la timidité observée dans l'écoulement des produits. À la clôture, la marraine Chantal Compaoré s'est engagée pour une plus grande reconnaissance de ce rendez-vous. Reportage Achille Kabori. Après une semaine d'exposition de produits agroalimentaires, de valorisation des innovations technologiques africaines, la 4e édition de la foire internationale de Bobo FIBO referme ses portes. Avec à ses côtés la première dame du Burkina, Madame Chantal Compaoré comme marraine, cette édition a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Et même si les affaires n'ont pas été totalement roses sur certains exposants, pour le groupe de recherche et d'appui au développement intégré GRADI, initiateur de cette fête agroalimentaire, le bilan reste positif. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore de l'amélioration à apporter, mais moi je note quand même l'ingéniosité des femmes à pouvoir transformer les produits. Et en cela, je pense que c'est également positif. Bon, notre souci maintenant, c'est d'attirer la clientèle pour que les exposants qui viennent, ils aient quand même une certaine satisfaction. 33 exposants ont compéti pour le prix de l'excellence. 12 prix décernés et le plus convoité a été remporté par le CESAO Pôle Niger avec son produit viande déshydratée du Niger. On a eu 3 prix, le prix de l'excellence, le prix spécial, le prix de la transformation. La FIBO, c'est une opportunité, une vitrine qui s'ouvre en nous. Le premier prix nous permet d'être connus au Burkina. Et pour renforcer la compétitivité, la marraine, Madame Chantal Compaoré, entend s'engager pour que cette biennale rayonne à l'échelle internationale. Je vais voir avec les organisateurs comment nous pourrions faire pour inviter beaucoup plus d'exposants des pays voisins. Et ça va être un peu mon rôle d'ambassadrice auprès de ces pays voisins afin de les inviter à venir s'investir aussi avec nous pour la promotion de l'agroalimentaire. Fini donc la 4e édition, rendez-vous est pris pour la 5e qui aura lieu du 21 au 28 mars 2015. Je vous le disais, dans les titres, l'opération 100 000 charrues, lancée en 2011 par le chef de l'État, entre dans sa 3e année d'exécution. Déjà 40 000 charrues ont été distribuées aux producteurs. La confection de ces outils est assurée par des artisans burkinabés, un travail qui leur est confié par la Chambre des métiers et le ministère en charge de l'agriculture. Il est question actuellement d'accélérer l'opération qui prend fin en 2015. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Ousmane Bamogo est spécialisé en menuiserie métallique. Installé au quartier Tanguin de Ouagadougou depuis 2005, c'est grâce au programme 100 000 charrues du président du Faso qu'il a développé son entreprise. Il emploie 6 jeunes de façon permanente qui s'attellent d'ailleurs ici à la fabrication de 250 charrues. Moi particulièrement, ça a changé beaucoup. Parce que j'ai déménagé ici, j'avais vraiment du mal à tourner les pouces. Donc depuis que les charrues sont venus, nous sommes rentrés en plein pied. En tout cas, ça m'a beaucoup avantagé. Donc je remercie beaucoup à l'initiative du chef de l'État, vraiment qui a fait beaucoup pour moi personnellement. Et à travers mon association, vraiment nous remercions beaucoup. Comme Ousmane Bamogo, ils sont nombreux les artisans du Burkina Faso qui ont reçu des commandes dans le cadre de ce programme lancé en 2011.
Et ils espèrent que les 20 000 charrues prévues par an se poursuivent au-delà de 2015. Si ça continue, en tout cas, ça va faire une bonne chose pour nous, parce qu'à travers ça, beaucoup d'ateliers se sont réveillés. Nous avons profité de ça aussi, former d'autres artisans en dehors du Ouagadougou, dans les différentes provinces, qui sont venus faire la formation ici pour le montage des charrues. Donc vraiment, à travers ça, c'est une très bonne chose pour nous. Pour ce qui est du travail, nous les soudeurs, nous remercions le président Blaise Compaoré. Ce programme est à l'avantage de tous les Burkina Faso. Les soudeurs sont souvent 2, 3 ou même 10 dans les ateliers et ils s'occupent de leur famille. Nous en sommes très heureux et nous souhaitons qu'au lieu de 5 ans, le programme dure 15 ans. Des 100 000 charrues, la moitié est destinée aux femmes. Depuis 2011, les producteurs agricoles dans les régions ont commencé à recevoir le matériel par les soins du ministère en charge de l'agriculture. Le maître d'œuvre de la fabrication de ces charrues est la Chambre des métiers qui se réjouit de la confiance placée en elle. En 2011, nous avons eu une première opération pilote qui a consisté à fabriquer 6 900 unités. Et ces 6 900 unités ont été fabriquées et livrées et le ministère est en train de faire la répartition à travers le territoire national. En 2012, nous avons été engagés encore pour 20 000 unités. À la date d'aujourd'hui, ces 20 000 unités ont été fabriquées et livrées au ministère de l'Agriculture qui est en train aussi de faire la répartition sur le territoire national. Et pour 2013, nous sommes engagés pour une quantité de 32 722 unités. Et cette opération est en cours. Dans les premiers instants, il y a eu quelques difficultés, notamment la maîtrise des techniques de fabrication, mais aussi l'importation de la matière première. La première année, quand même, c'était une année pilote. Donc ça nous a permis de voir ce qui est, de pouvoir travailler à l'organisation, de pouvoir voir comment on accompagne ces artisans, de pouvoir voir quelles sont les capacités des fournisseurs de matières premières sur le territoire national. Donc nous avons connu quand même un certain nombre de difficultés pour ce démarrage-là. Pour 2012, je peux dire que nous avons pu contenir une grande partie de ces difficultés. Alors donc les artisans étaient mieux organisés, les caractéristiques techniques du matériel qui ont été définies sont mieux respectées. Nous avons pu apporter aussi l'encadrement nécessaire pour le contrôle, pour permettre aux artisans de réaliser du matériel qui va être réceptionné sans difficulté. Dans la fabrication, pratiquement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés parce que c'est une question seulement de rentrer en plein pied sur ça. Sinon, comme c'est de la menuiserie métallique et aussi c'est la forgeronnerie, en tout cas, on n'a pas eu beaucoup de problèmes pour la fabrication. Alors 2011, c'était peut-être l'ajustage et les différentes choses, mais 2012, ça coulait parce que presque tout le monde était déjà formé, donc on n'a pas de problème. Pour 2013, troisième année de la mise en œuvre du programme, il est envisagé la fabrication de 32 000 charrues à livrer en fin avril. Au début du mois, seulement 12 700 unités avaient été conçues, mais les artisans pensent être au rendez-vous en fin avril. Le seul bémol selon eux, des rumeurs courent sur la suite du programme 100 000 charrues. Nous avons appris qu'ils voulaient commander les charrues en Chine. Il y en a aussi qui parlaient d'un appel à ceux qui ont les moyens. Nous demandons au président de nous laisser le travail et de le confier à quelques personnes. Nous avons les capacités pour faire le travail. Même si on passe de 100 000 à 200 000 charrues, nous pouvons le faire. Au moment où les artisans lancent ce cri de cœur, le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire propose au gouvernement une consultation restreinte d'artisans ayant des capacités réelles de production pour la livraison de 17 722 charrues. Cela constitue le reliquat de la commande de 2013. Il s'agit selon le ministère d'accélérer la mise en œuvre de l'opération 100 000 charrues. Et en plus des charrues, le broyeur tropicalisé de Modeste Koumbem, un Burkinabé résident en France, pourrait contribuer à la mécanisation et au développement de l'agriculture burkinabé. La machine a été exposée lors de la foire régionale du Nord. Sa présentation avec Drissa Seri. De formation agricole au départ, M. Modeste Koumbem, dans une certaine continuité, se retrouve aujourd'hui dans une usine de fabrication de matériel utilisé dans l'agriculture, les motopompes et les groupes électrogènes. Une usine basée en France. Promoteur d'un broyeur adapté au milieu rural, il expose ici le fruit d'un effort collectif.
L'histoire de ce broyeur remonte à l'année 2008. Il y a eu une histoire particulière ici en 2008 lors d'un entretien entre les femmes du Burkina avec le président du Faso. Donc au cours de leur entretien, il y a des femmes d'une province qui ont dit « Monsieur le Président, nous sommes situés à plus de 10 km du moulin. Ça c'est la distance qu'il faut faire pour y aller. Et arrivé, le moulin il est régulièrement en panne. Donc il faut paroter là-bas toute la journée parce qu'il y a une longue file d'attente. Et il faut aller tous les 3 jours, c'est-à-dire jours de marché. Si c'est loupé, il faut revenir 3 jours après. Donc il y en a qui sont obligés de veiller. Et en dormant là-bas, malheureusement, il y a des femmes qui sont victimes de viols. Et pendant ce temps, les enfants qui sont restés à la maison n'ont pas mangé. Il faut attendre le retour des mamans avec la farine. Donc elles ont dit, Monsieur le Président, aidez-nous avec un moulin. Alors, nous, en France, on a eu la chance de suivre cet élément rediffusé sur la télé nationale. Et les amis ont dit, Modeste, c'est chez toi. Pour un moulin, elles vivent cette situation. Certainement, c'est du moulin de faible qualité qui casse vite. Donc tu vas aller, si le président est favorable pour équiper les femmes en milieu rural avec des moulins de notre fabrication, nous pouvons faire un prix qui vient du cœur. Ce broyeur soigneusement installé dans ce stand pendant la foire agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord est une révolution technologique. Il rompt avec la conception traditionnelle du moulin que nous avons toujours connu. C'est un broyeur qui n'utilise pas de meule qui s'use vite. Donc dedans vous avez des marteaux-pilons qui frappent vite. Donc très résistant. Alors ce broyeur également, regardez, il n'y a pas de courroie comme ça qui peut blesser, qui ont même tué des jeunes qui les utilisent. Là, les courroies sont limitées et bien protégées. Alors, autre particularité, ce broyeur, vous voyez là, vous avez le gasoil et l'eau. Ailleurs, vous trouvez que les moulins, il faut empiler des barriques avec de l'eau, du gasoil, ça salit tout le monde. Vous avez l'eau ici, vous avez le gasoil. Alors, et vous voyez également que dans les bâtiments où on utilise les moulins ici, on perce le mur avec un canot comme ça. Non, c'est fini. Vous avez là, le pot de chapement, il est là. Et ça respire. En plus, les broyeurs qu'on a communément ici, ça boit souvent des doigts. Alors ici, c'est bien réglé, de sorte que ça ne puisse pas broyer le doigt de quelqu'un. Voilà, je pourrais vous le montrer. Voici la particularité. Et on ne cloue pas au sol. On a des pattes et ça ne vibre pas. Ce broyeur fait partie des innovations de l'usine qui s'est inscrite dans une dynamique de fabrication de matériel pour l'eau, l'agriculture et l'énergie, notamment des motopompes et des groupes électrogènes tropicalisés destinés à l'Afrique. D'où l'intérêt des partenaires lors de cette foire. Auprès de ses patrons, M. Koumbem compte faire un lobbying pour rendre ce broyeur accessible aux femmes en milieu rural. Ailleurs, nous envions les Européens. Ils sont passés par là, par l'agriculture et l'élevage. Donc on dit les deux mamelles pour le développement d'une nation, c'est l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas trois. Ce matériel pourrait par exemple contribuer à la promotion de la filière tomate sur le modèle agricole développé en Europe. Dans la droite ligne de sa vocation agricole, M. Modeste Koumbem se propose volontiers de mobiliser tous ses amis pour accompagner le développement de son pays. Très jeunes, ils ont déjà du sang sur les mains. Avec la complicité de son ami, un jeune de 23 ans agresse mortellement son oncle et s'empare de la somme d'argent qu'il avait sur lui, plus de 4 millions de francs CFA. L'enquête ouverte par l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale a permis d'arrêter les présumés auteurs des faits. Ils ont été présentés à la presse vendredi dernier. Reportage Abdelaziz Yagibou. C'est à l'aide de cette planche que Salif Compaoré, commerçant domicilié à Kombisiri, a été mortellement agressé la nuit du 16 mars dernier. Alors qu'il rentrait chez lui aux environs de 21h, l'homme serait tombé dans une embuscade tendue par son propre neveu et un de ses amis. Deux jeunes âgés respectivement de 23 et 17 ans qui, après avoir assommé leur victime, l'auraient dépossédé de ses 4 800 000 francs CFA. Alertée, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale ouvre une enquête le 30 mars. Des recherches qui vont conduire dès le lendemain à l'interpellation des présumés auteurs du forfait. D'abord, c'est-à-dire que la routine faisant, le commerçant, une fois qu'il descend de son lieu de service, de sa boutique, il n'a qu'un seul chemin qu'il emprunte pour se rendre chez lui. Donc, c'est son neveu l'a plusieurs fois en tout cas remarqué. Maintenant, pour effectivement mener à bien leur mission,
Ils sont allés, ils ont demandé en tout cas la moto d'un de leurs amis qui se trouve être Djibé, qu'ils ne sont pas encore arrivés en tout cas à arrêter. Donc, quand le vieux est descendu de son lieu de travail, il rentrait chez lui maintenant, ils l'ont attendu sur la route et ce qu'ils l'ont en tout cas donné un coup sur la nuque avec ce bois que vous voyez devant vous. Il est tombé sur sa moto et il est resté sur place. Ils se sont emparés en tout cas de la sacoche qui contenait en tout cas une somme d'environ 4 800 000 francs. Auparavant, ces deux amis étaient soupçonnés de plusieurs vols par effraction à domicile et d'agression sur les axes routiers. En vue sans doute de mieux s'équiper pour mieux réussir leur futur braquage, ils ont jugé bon d'utiliser une partie de la somme emportée, soit 1 275 000 francs CFA pour l'achat de cette moto. Devant la loi, ces malfaiteurs mis hors d'état de nuire vont répondre de leurs actes. Mais en attendant, c'est une population de Kombisiri soulagée qui a salué l'action de la police nationale à travers une marche de reconnaissance. Félicitations d'accord, mais franche collaboration d'abord. Appel a été une fois de plus lancé à la population, dont le rôle est déterminant dans la quête de villes et campagnes mieux sécurisées. La mise en place des organes dirigeants des collectivités territoriales se poursuit. Dans les Hauts-Bassins, c'est Alfred Sanou qui a été porté à la tête du conseil régional. Sur 75 votants, 72 lui ont accordé leur confiance. L'élection s'est déroulée le samedi 6 avril dernier. Reportage Christine Koulibaly. C'est cet homme qui portera désormais les projets et programmes de développement de la région des Hauts-Bassins. Alfred Sanou, né le 16 juin 1954 à Bobo, vient ainsi d'être plébiscité par les 72 conseillers régionaux sur les 75 présents à cette session de mise en place des organes dirigeants du Conseil régional des Hauts-Bassins. Et c'est avec un sentiment de reconnaissance envers son parti et les conseillers qu'il accueille cette confiance placée en lui, tout en mesurant la tâche qui sera sienne. Je m'engage déjà à servir ma région. Je vais faire tout mon possible pour que la région progresse et je profite de votre micro pour remercier tous les conseillers régionaux. Quand on voit les résultats au niveau du conseil, on voit que vraiment il y a déjà l'union parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat au niveau de chaque poste et pratiquement tous les conseillers ont voté dans le même sens. Ce qui traduit le climat apaisé et empreint de sérénité dans lequel le président et ses deux adjoints ainsi que les responsables des 3 commissions ont été élus. Un esprit salué par le premier responsable de la région. Et depuis le 2 décembre, nous avons eu jusqu'à 2 recours qui ont retardé la mise en place du conseil régional. Aujourd'hui, c'est effectif. Et je me réjouis que le déroulement aussi se soit bien passé. Parce que dans la mesure où, si vous comparez avec la mise en place de certains organes des conseils municipaux, vous savez, le délai a été court, la sagesse a prévalu et les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Et chacun doit mesurer, en tout cas, la grandeur de la tâche qu'il a appelé à exécuter au sein du conseil régional. En attendant donc l'installation du président du conseil régional, cette élection est célébrée comme il se doit. C'est une analyse profonde des traditions de résistance en Afrique. L'ouvrage met en exergue pour la première fois la relation entre les guerres de libération dans les colonies portugaises en Afrique et la révolution contre la dictature au Portugal dans les années 60. Le professeur Abou Aïdara en est l'auteur. Fousseni Kindo l'a rencontré. Il explique sa thèse et répond aux critiques formulées à son encontre. Une thèse originale. Le livre du professeur Abou Aïdara présente les guerres d'indépendance qui s'étaient déroulées dans les colonies portugaises d'Afrique en 1960, en y faisant aussi la genèse de la révolution portugaise en 1974. L'auteur nous établit un lien étroit entre cet événement et les luttes de libération en Afrique. Les documents que nous recevons d'Europe nous disent effectivement que les indépendances en général de l'Afrique, des pays africains, ont été obtenus au bon gré en fait de la métropole.
Dans ce livre, je démontre le contraire. Je dis que les luttes de libération qui se sont produites dans les pays lusophones, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, en fait, c'est des indépendances qui ont été arrachées de haute lutte. Et ces mouvements, justement, ont produit un effet au Portugal et ont conduit à la chute de la dictature, ce qu'on appelle la révolution des aiguilles. Au moyen de témoignages d'officiers de haut niveau au Portugal et de certains leaders des guerres d'indépendance, dont Pedro Pires, l'ancien président capverdien, le professeur Aïdara explique 3 facteurs à l'origine de la décolonisation de l'Afrique lusophone. Il y a eu d'abord le mouvement de grogne de la part des officiers portugais. Il y a aussi la politisation, parce que nous sommes en 1960-68, la révolution de mai 68, en fait, qui a gagné le monde entier et qui a envahi pratiquement les foyers universitaires. Il se trouve que le Portugal a subi à l'époque beaucoup de pertes et il fallait renouveler les effectifs. Et pour cela, il a fallu recruter auprès des universités et des lycées. Il se trouve que ces étudiants et ces élèves, en fait, étaient imbus d'idées révolutionnaires. C'est eux qui sont allés en Afrique. Et une fois en Afrique, ils ont démystifié la guerre. Ils ne voulaient pas tuer des populations innocentes au nom de la solidarité marxiste. Le dernier facteur qui est le facteur militaire. Parce que sur tous les fronts de guerre, en 1973, en fait, les mouvements de libération avaient fait des progrès énormes. De telle manière que le Portugal était dans l'impasse. Mais le leadership d'une figure historique comme Amilcar Cabral a été également déterminante dans le mouvement des capitaines nés en Guinée et s'étant déjà ramifié jusqu'en Angola, au Mozambique et en métropole. Cabral a eu un impact, l'idéologie de Cabral a eu un impact sur les capitaines portugais justement qui ont eu à initier ce mouvement de révolution en métropole. Les critiques sur la thèse du professeur Aïdara ne se sont pas fait attendre, notamment en Europe où des intellectuels lui reprochent sa naïveté mais ne remettent pas en cause son caractère original ni le caractère observable des arguments de l'auteur. Mais ces critiques n'enlèvent en rien l'intérêt de l'ouvrage du professeur Aïdara pour tous ceux qui désirent comprendre l'histoire de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine se joint à moi pour vous dire merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes et bonne reprise de travail pour demain.